Bonjour Aline. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview pour les chemins de l'intuition. Hein, Merci à vous. Écoutez, moi je suis ravie. Alors, je vous ai contacté parce que j'ai lu votre livre. Je l'ai dévoré, ce serait plutôt le mot exact, qui dit du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une médium hors norme. Hors norme, on va le voir, parce qu'effectivement, prendre un chemin ou reprendre, hein, puisque médium, vous êtes né comme ça, mais vous l'aviez mis de côté, pour vous diriger vers la médiumnité, l'enseignement pour que moi, même moi, ou mon voisin ou ma voisine puisse devenir médium, il y a eu un long parcours, une acceptation, et donc c'est vrai que c'est hors norme. Vous avez un Oui, parcours hors norme. c'est tout à fait ça. C'est pas hors norme dans le sens que je suis différente par rapport aux autres ou mieux ou hop. Non, c'est vraiment par le lien, par le biais par lequel je suis arrivée là. C'est comme si j'étais là où on m'y attendait le moins en fait, de par mon parcours. Ah oui, ça on peut dire. Alors rapidement. Parce que j'aimerais vraiment montrer aux personnes qu'elles peuvent devenir. Finalement, on a des capacités intuitives. Et alors, vous allez me dire, moi, médiumnique, je ne me suis jamais pensé sur le sujet, mais intuition, ça, je sais que tout le monde l'a. Alors, vous dites aussi que médiumnique, tout le monde l'a. Alors, De toute façon, la différence entre intuition et médiumnité, la médiumnité n'est ni plus ni moins qu'une intuition sollicitée, écoutée, travaillée. Voilà. Et ça m'aide à un mode de fonctionnement médiumnité. D'accord. Donc la médiumnité, c'est quand même parler aux gens décédés. Et ça, on y arrive quand, à force de fonctionner en mode intuitif, à force de solliciter cette faculté, c'est un canal qui accède à l'information qui est présente dans l'univers. Et ce canal a aussi accès aux mémoires d'entités, aux personnes qui sont sous une forme d'entité, qui sont sur le plan de la conscience. Donc oui, c'est pareil. C'est le même canal. D'accord. Alors, avant d'arriver à ce sujet, moi qui me passionne, il faut dire quand même que, alors le chaos, on va parler rapidement du chaos. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre vie chaotique, ô combien? Oui. Ben souvent, j'ai constaté que les médiums avaient eu un parcours assez difficile avant, Oui. mais c'est pas non plus une obligation. Il y en a qui ont eu des vies magnifiques et qui sont maintenant médiums. En ce qui me concerne, j'ai eu un parcours chaotique dans le sens où j'ai été abandonnée à l'âge de 2 ans, puis adoptée à l'âge de 5 ans. Donc, entre-temps, j'ai connu l'orphelinat. Et quand j'ai été adoptée, c'était pas forcément par une famille qui était en aptitude de m'apporter tous ces manques que j'avais accumulés d'affection, de gentillesse, de considération. Et donc ma vie ensuite n'a été qu'une succession de choix extrêmes en fonction d'émotions extrêmes aussi. Et c'est comme ça que j'ai expérimenté la vie dans la rue. J'ai été femme battue et j'ai connu la prostitution pendant de longues années aussi. Mais tout ça sont des choix qui viennent en déduction de tout un raisonnement par rapport à des épreuves que j'ai dû expérimenter. Voilà. Alors, chaotique, hein, on peut dire, ça, Oui. c'est vraiment chaotique. Donc, votre livre que je remontre pour que les personnes... Vraiment, c'est alors, dans la première partie, on parle donc de toute cette partie chaotique. J'en parle sur ce blog parce que effectivement, bon, ça intéresse tout le monde, la médiumnité, l'intuition. C'est aussi le blog de l'intuition. Mais c'est important aussi que les personnes lisent ce livre parce que c'est un espoir aussi, c'est un immense espoir. Beaucoup de gens, moi en tant que thérapeute, souvent j'entends oui, mais vous comprenez, j'ai pas eu de chance, enfin c'est la faute à pas de chance. Votre vie est un exemple dans le sens où on peut aller être dans un abîme sans fond pratiquement. Enfin non, il y a un fond puisque vous êtes remonté, mais il y a toujours de l'espoir. C'est un livre d'espoir, d'espérance. C'est comme ça aussi que
que je le recommande parce que voilà, d'abord il est très bien écrit, il est très très authentique, très franc. Hein. On voit que vous êtes une personne très franche, très généreuse et très et éminemment sympathique, mais et beaucoup de bienveillance. Moi, je prône la bienveillance, la gentillesse et la bienveillance. Je sais que c'est un peu désuet, mais enfin c'est peut-être en rapport à mon âge. Hein. On croit encore à la bienveillance et à la gentillesse, et c'est votre cas. Hein. Donc vous expliquez dans toute cette première partie votre chemin difficile, et un jour, vous avez donc, c'est là où vraiment, je vous demanderai de nous expliquer, vous avez ce mot spiritualité qui vous vient alors que vous êtes au fond du trou, vous êtes vraiment pas bien du tout, on peut dire, vous avez une vie terrible, vous êtes battu, enfin, c'est épouvantable, et puis vous avez des envies de suicide. Hein, des envies, enfin des velléités de suicide, on va dire. Heureusement, vous avez vos enfants qui vous retiennent, et puis vous vous posez la question, comment je peux m'en sortir? Alors, voilà. Comment vous en êtes sorti, on va dire, de ce puits? Eh ben, c'est ce fameux mot spiritualité qui m'a été envoyé d'une autre dimension en télépathie. Et c'est vrai que la télépathie chez moi est extrêmement développée. On en a fait l'expérience tout à l'heure, Sylviane. Elle est extrêmement développée parce que dans mon parcours chaotique, j'avais remarqué que les gens mentaient, trahissaient, qu'on me cachait des choses, qu'il y avait des choses qu'on me disait pas, qu'on m'expliquait pas. Donc j'étais en mode, je recherche l'authentique information au-delà des apparences. Et donc j'essayais de rentrer dans la tête de la personne pour attraper ses véritables intentions. Parce que j'avais trop expérimenté, quand on se fie à ce qu'on nous dit, et ben paf, on tombe de haut, on tombe des nues, on vous abandonne, on vous ment. Et ce mode de fonctionnement-là a fait que j'ai gardé ce lien, parce qu'on est tous en mode médium jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Tous les enfants ont des amis imaginaires, voient des choses, et puis leurs parents leur disent « mais non, ça n'existe pas, pourquoi tu vois ça, t'es fou ?» Tous jusqu'à l'âge de 6-7 ans, qui est l'âge où en fait l'enfant intérieur, qui est doté de tous ses potentiels, toutes ces facultés-là, il abdicte, il se soumet au conditionnement, il lâche, il se dit « ok, bon, bah, puisque tout le monde dit que c'est pas vrai, hop, on se ferme. » Et donc, moi, non, j'ai justement refusé ce que l'extérieur essayait d'ancrer en moi, et je me suis restée accrochée à mon intérieur, qui n'était autre que ce lien avec mon âme et ce dialogue, qui est un dialogue fait d'intuition, fait de choses qui s'imposent à vous, des certitudes au-delà des apparences. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'explique aussi que découvrir qu'on est médium, parce que je pensais juste que j'étais plus perspicace que les autres, que les gens faisaient pas d'efforts, mais j'avais pas compris que c'était une faculté et qu'il fallait en prendre conscience, et que les autres, dans leur inconscience, ne pouvaient pas développer. Et ce que je voulais dire, c'est que cette intuition générale, elle s'impose, elle vient à nous sans qu'on la demande, et tout le challenge était de comment on fait sur commande, comment on peut l'avoir quand on en a besoin, quand on a envie d'avoir une réponse, ou que quelqu'un vous sollicite par rapport à ça. Et c'est tout ça que j'ai recherché, potassé, expérimenté, et de quelle manière on peut obtenir cet état de conscience modifié qui mène à justement cette ouverture où on peut accueillir constamment ces informations. Mais quand vous étiez petite, vous aviez donc cette perception, hein, des gens, vous alliez au-delà. Alors c'était peut-être de la télépathie, mais c'est quelque chose que je partage avec vous parce que personnellement aussi, moi je sentais quand les gens me mentaient. Voyez-vous, quand les gens me racontaient des histoires, des fois ma mère me disait « Oh ça je vais le dire à ton père, tu vas voir ». Et je savais toujours quand elle allait vraiment le dire et quand c'était uniquement une petite menace, voyez-vous. Alors évidemment, quand je sentais que c'était vrai, là je me tenais à garrot, hein, parce que je me disais « Oh là, ça… » Bon, même si mon père ne m'a jamais battu, je me disais « Oh là, je le craignais quand même. Hein. » Donc, mais les gens, quand j'étais assez solitaire, donc
mes copines, enfin les copines d'école et tout ça, je sentais quand elles montaient. Donc c'est cette faculté-là que vous aviez aussi? C'est tout à fait ça, parce que tout est vibration. Et nous captons ces vibrations. Et quand on le dit dans le langage courant, quand on dit « Ah, celle-là, je la sens pas » ou « Cette situation, je le sens pas », c'est parce que l'information vibre de façon erronée. Et on capte que c'est faux. Quand une information est authentique, on ressent harmonie, fluidité, évidence, parce qu'il y a deux forces dans l'univers, ou attraction ou répulsion. Et l'information authentique est attraction, quand l'information erronée est répulsion. Et on le ressent parce qu'on est, on est doté de plein d'organes prémonitoires. Oui. On n'a pas que cette glande pinéale, on a aussi ce deuxième cerveau ventral qui est doté de prémonition. On a notre épiderme aussi qui a cette faculté. Et en fait, c'est tout simplement retrouver cet instinct primaire que nous avons perdu avec cette civilisation, où on pourrait dire aussi ce conditionnement, en fait. Oui. Et cet instinct primaire, il est tout simplement cette faculté que l'animal a de ressentir le danger avant de le voir. Je vous interromps 1 minute parce que j'ai ma chatoune qui miaule. Ah oui. Allez, oui. Alors, va, allez, va. Voilà, parce que, excusez-moi, mais... Il n'y a pas de souci, j'en ai aussi. Alors là, et puis comme les chats, quand ils ont décidé, c'est tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est tout de suite. Alors, je confirme. Est-ce que vous aviez, quand vous étiez petite, est-ce que vous aviez un ami imaginaire, enfin les décédés, quoi, je veux dire les personnes décédées. Est-ce que vous aviez déjà Alors moi j'étais accompagnée de pas du beau du tout, hein. Vous savez, on attire ce qu'on émane, et comme j'étais extrêmement, je n'étais que douleur, que souffrance, que colère, que dénigration, donc effectivement j'attirais de la même espèce, et c'était juste horrible les visions que j'avais dans ma chambre de ces entités torturées, haineuses, en colère, en souffrance, et j'en vomissais de terreur parce que c'était tout le temps. Elles apparaissaient, c'est comme si elles sortaient des murs de ma chambre, et j'essayais de colmater en mettant plein, il y avait des posters partout dans ma chambre pour pas qu'elles puissent sortir et j'étais attaquée la nuit, il y avait des choses qui m'attrapaient le pied et qui me tiraient au fond du lit, et j'arrivais plus à retourner à la surface, je suffoquais sous ma couette, et j'étais griffée aussi dans mon lit. Donc oui, j'avais des amis plutôt ennemis, j'avais pas vraiment de... Voilà, mais au niveau des mémoires, j'avais comme amis tous ces Amérindiens, parce que j'avais un tipi que j'adorais et que je mettais au milieu de ma chambre, et je m'y réfugiais, et j'avais l'impression que j'avais déjà vécu dans ce tipi et que c'était que bienveillance, que c'était que cohérence. Et quand grâce à ce mot spiritualité qui était venu dans ma tête pour me sauver, quand j'ai commencé à regarder sur internet ce que ça voulait dire, j'étais tellement au bout de ma vie que je voulais plus lire. Donc j'avais fait images. Et les premières images qui sont venues, c'était les images des Amérindiens et de leur tipi, et ça m'a fait rappeler ce souvenir de quand j'étais petite, que j'allais me réfugier dedans. Et c'était comme un retour à la maison, en fait. Et quand j'ai étudié la spiritualité des Amérindiens, je me suis totalement retrouvée avec ces évidences de connexion avec les esprits, sachant qu'il n'y a pas de coupure, que ce sont des mondes imbriqués les uns dans les autres. Et aussi cette imbrication avec tous les règnes, animal, végétal, et ça je l'avais tellement viscéralement en moi, que nous ne faisions qu'un avec tout être vivant, de quelque nature qui soit, de quelque règne qui vienne, et aussi avec les éléments. J'avais une aspiration avec l'eau, le feu, le vent, tout avait un sens, et pour eux c'est une philosophie de vie, un art de vie, une hygiène de vie qui résonnait totalement en cohérence et en résonance avec moi. Donc c'était cette énergie-là qui était mon amie, et j'adorais ma panoplie d'Indiens. Et quand les Amérindiens, là, il y a quelques années, m'ont nouveau sauvée, parce que grâce à ces images, j'ai eu envie de continuer mon parcours un peu plus pour en savoir un peu plus. Et ben, je me suis plongée et j'ai confectionné avec du cuir plein de choses, et je m'en mettais partout, un peu comme la panoplie que j'avais quand j'étais jeune.
Et même des plumes, j'en ai mis partout, les attrape-rêves. Et il y a juste mon gamin qui m'a dit, maman, tu viendras pas me chercher à l'école avec tes trucs d'Indien. J'ai dit promis. Mais je m'immergeais totalement dans cette civilisation. Ouais. J'en avais besoin pour me réparer. Donc, là, donc à un moment donné, c'est stop avec l'ancienne vie, vous devenez une résiliente, et alors vous commencez. Alors, votre parcours avec la médiumnité à partir de ce moment-là, comment ça s'est passé? Parce que, enfin, pour moi, je suis peut-être complètement à côté de la plaque d'ailleurs, médiumnité, c'est parler avec les morts. Pas que. Médiumnité, c'est être un canal, être au milieu d'un plan et d'un autre. Et donc, être en mesure d'avoir des contacts avec des entités désincarnées, quelles qu'elles soient. D'accord. Quelles qu'elles soient. Et selon nos croyances ou nos aspirations. Donc, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quand je lisais, là, quand je suis entrée en introspection pour me réparer et que je lisais des témoignages de médiums, des expériences de mort imminente, tout ça, j'ai compris, du coup, que je vais fonctionner de cette manière, que c'était de la médiumnité. Et je me suis souvenue que souvent on me disait, mais comment tu sais ça? Mais comment t'as appris ça? Et moi tout le temps je disais, c'est logique. Et tout le temps on me disait, mais il n'y a pas de logique dans ce que tu dis, tu peux pas savoir ça. Et puis moi, j'oubliais, je me disais, franchement, ils sont pas fufutes, hein. Et puis donc je me suis un petit peu approfondie et je me suis dit, mais ils avaient raison, je ne pouvais pas savoir ça. Ça venait d'ailleurs. Pour moi, c'était normal parce que j'avais l'habitude, c'était une habitude et nos habitudes deviennent des normalités. Oui, bien sûr, oui. Et donc, je me suis dit, donc ça me venait comme ça sans que je demande, mais c'est chouette alors de pouvoir faire ça. Et comme je voyais les témoignages de médiums, je me disais, c'est chouette ce qu'ils font, ça redonne espoir aux gens. Moi qui ai toujours adoré aimer les gens, aider les gens, je vais les aider par ce biais. Moi aussi, je vais faire médium et je vais faire contact défunt. Oui, mais comment on fait sur commande? Là, le challenge était là. Et je me suis dit, mais quel ballot! Tout mon parcours, j'aidais les gens, mais j'aidais mal parce que j'attendais quelque chose en retour. Oui. J'aidais par intérêt. Vous aviez des attentes, voilà. Voilà, puisque je voulais qu'ils m'aiment et qu'ils me regardent. Là, c'est bon, j'avais plus besoin qu'on me regarde ou qu'on m'aime, je voulais juste apporter pour apporter. Donc, c'était une démarche beaucoup plus constructive. Et je me suis dit, d'accord, il faut qu'on trouve comment on fait sur commande. Et donc, j'ai approfondi la question. Dans mon introspection, je me suis dit, il s'agit d'un état de conscience modifié. Moi qui n'aime pas méditer, comment je vais trouver cet état de conscience modifié? Et j'ai trouvé une alternative, c'est le pouvoir de l'instant présent qui m'a révélé tout. C'est vrai que quand on ramène notre conscience à l'instant présent, on n'est plus en mode automatisme. Et du coup, on a cet espace d'ouverture qui accueille tout ce qui se passe et les synchronicités peuvent se manifester, ou du moins on peut en être conscient. Quand on est en mode automatisme, on passe à côté de tout. On a un mental qui est en train de ruminer du passé ou qui est en train de se projeter dans l'avenir, mais qui a tout faux parce que c'est toujours en s'appuyant sur des éléments du passé qu'il connaît. Oui. Donc en fait, on a un brouhaha dans notre tête qui empêche la véritable connexion authentique à l'instant présent qui est en fait un instant d'éternité. Et ça, je sais l'expliquer parce que, par exemple, quand on fait tomber un objet auquel on tient beaucoup, et qu'on s'aperçoit qu'il tombe, on est catastrophé et c'est une situation nouvelle. Notre cerveau, il bug. Il dit, oh là là, là c'est nouveau, je te laisse te débrouiller tout seul. Et là, on est en état de conscience. Et cet état de conscience, on voit l'objet qui lentement tombe à terre. Et on a tout le temps de se dire, mon Dieu, c'est la catastrophe. C'est mon objet préféré de tante machin qui est décédé. Faut pas qu'il se casse la figure. Et en même temps, on a tout le temps d'avoir le geste salvateur qui le récupère au dernier moment et le mental qui dit, oh punaise, qui observe, il dit, comment t'as fait ça? Tout ça, ça s'est fait en une fraction de seconde et ça a été un présent qui a duré, qui a installé une éternité où tout ceci a été possible. Et ça, ceux qui ont fait des expériences de mort imminente le décrivent très bien aussi parce qu'ils disent,
mon départ n'a duré que 3 secondes et j'ai vécu ça, tout un instant d'éternité où il y a eu des échanges, où je me souviens de toute l'histoire, de tout. Ça a duré longtemps pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Et bien, dans cet instant d'éternité, on a la conscience et on peut attraper l'information qui gravite. On peut être conscient on suit le mouvement. Par exemple, on se sent de tourner la tête à gauche et on laisse pas le mental dire pourquoi je tournerais la tête à gauche, c'est n'importe quoi. Non, non, non. On tourne la tête à gauche. On est dans cet instant d'accueil. Et c'est là qu'on voit un panneau de rue qui répond à notre questionnement ou un signe dans le ciel, un nuage avec une forme qui répond à une réflexion. Vous voyez, c'est une alternative à la méditation parce qu'on est en pleine conscience. Et c'est toute une reprogrammation qu'il faut faire parce que l'automatisme prend le relais facilement et quand on s'en aperçoit, il faut dire « Ah mince, je reprends mes anciens schémas, je me remets dans mon instant présent. » Et c'est toute une reprogrammation et plus on le fait, plus on rentre dans notre machine. On est comme des ordinateurs, hein, les ordinateurs sont à notre image. On rentre un nouveau programme. Un nouveau programme, oui. Voilà. Donc maintenant, vous avez donné pendant 2 ans ou 2 ans et demi des consultations. Vous avez arrêté pour que les gens ne soient pas dépendants, parce que malheureusement... c'est ça. Ça me tient à cœur. Il y a beaucoup de dépendance. Après, au bout d'un certain temps, les gens deviennent assez dépendants. Hein. Donc, maintenant, vous donnez des séminaires. Hein. Oui, alors j'aimerais que vous m'expliquiez j'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui se passe dans vos séminaires. Alors, il se passe des miracles et puis j'en suis témoin et les gens qui les vivent, c'est encore plus formidable pour eux parce qu'ils se rendent compte de leur capacité. Et j'avais une dame d'un certain âge qui était venue, je m'en souviendrai toujours, qui était très 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 catholique, mais avec une grande ouverture. Elle me disait, moi je sais pas pourquoi je viens, je suis très catholique avec mes croyances, mais je suis curieuse et puis je suis en ouverture. Et elle a, dans le groupe, c'est elle qui a eu les plus excellents résultats. Et elle est repartie en gambadant à toute une petite fille qui disait « Oh là là, j'ai fait des miracles !» Et ça, c'est mon plus grand bonheur parce que se rendre compte de nos potentiels, ça métamorphose une vie parce qu'on sait qu'on est capable de tout. Donc, durant ces stages, qu'est-ce qui se passe? Ça dure du samedi au dimanche de 9h à 17h. Et... on commence toujours par aller chercher notre enfant intérieur parce que c'est avec cet enfant intérieur qu'on peut continuer notre parcours. C'est lui qui détient tous nos potentiels imaginatifs, créatifs et qui est persuadé de tous ces ordres du possible. Parce que c'est un domaine où il faut d'abord y croire pour le voir et pas l'inverse. Et quand on y croit et qu'on demande à voir, c'est là qu'on nous envoie les signes, mais pas le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, dites-moi, parce que moi, je suis passionnée par ça. Alors, il y a plein d'exercices pratiques, des exercices divinatoires. J'ai tout construit moi-même, mon matériel moi-même. Les gens sont capables de capter une information qui concerne une scène dans une enveloppe cachée. Et c'est rigolo parce que j'ai la même méthode sans m'en apercevoir. Je l'ai su que un an après, même plus d'1 an après. En lisant le livre de Fabrice Bonvin, La science de l'intuition, j'ai la même technique que celle qu'ils utilisent pour entraîner les agents du renseignement. Oui, c'est le remote viewing. Voilà, c'est ça. Oups, mon micro. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on cherche très large. On est vraiment pas là à vouloir tout de suite trouver une histoire avec des détails. On est vraiment dans le ressenti large. Si c'est chaud, si c'est froid, si c'est agréable, pas agréable. Et quand on écoute ça, tout le reste du flot d'informations continue à venir. Ce qui bloque chez les gens, c'est qu'en général, la première intuition, ils la gardent, ils l'expriment pas, ils la retiennent. Ça ne franchit pas la barrière de l'expression. Et le chakra de la gorge est aussi le chakra de la médiumnité. Parce que si c'est pour garder en soi, ça ne sert à rien. Oui. Il faut encore être suffisamment sûr de soi pour l'exprimer, oser l'exprimer. Et donc, quand ce tuyau est bouché par cette première information que les gens n'osent pas exprimer, c'est sûr, le reste ne va pas suivre. Mais quand on le dit,
le reste coule. C'est comme un tuyau débouché. Le reste arrive et plus on sollicite et plus ça vient. On commence aussi le stage par reconnaître une information authentique, d'une information erronée, de par comment elle vibre à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des caisses de résonance avec notre corps qui nous est bien utile. Et les gens comprennent qu'on n'ouvre pas la médiumnité avec sa tête. On ouvre la médiumnité bien ancrée dans son corps, parce que c'est notre corps qui détient tous les sens. Oui. Et on réapprend aussi à se réapproprier tous les potentiels de nos sens, parce que même nos sens sont conditionnés. Par exemple, la vue, le regard en spiritualité qui permet de voir des entités n'est absolument pas le regard conditionné qui nous apprend à décrypter, à voir le détail, à vraiment observer. Non, non, le regard en spiritualité qui nous permet de voir les entités, c'est un regard très large, celui qui n'a pas de frontières, celui qui fait que quand je regarde devant moi, je peux aussi voir mes mains qui bougent sur mes épaules. C'est ce regard-là, parce que c'est souvent, tous les médiums vous le diront, sur nos côtés que les entités se présentent. Et il suffit qu'on les fixe, qu'on les regarde pour que ça disparaisse. Vous m'avez dit aussi que dans ce séminaire, des personnes pouvaient arriver à faire de l'écriture automatique. Et ça moi, ça me... Alors, j'utilise mon CD hypnose méditative parce qu'il est extrêmement puissant de par la manière dont on l'a construit avec le compositeur Didier Aurieux. On a utilisé 432 Hz, c'est le La en musique, qui est la fréquence de l'univers, et la 528, c'est le Mi, qui est la fréquence de miraculeuse. Et la puissance de la musique, qui est d'ailleurs utilisée par les scientifiques, ont vu ça pour décupler les facultés des sportifs quand ils s'entraînent. Donc la puissance musicale couplée à la connexion de mes mots, parce que rien n'est lu, tout est toujours fait en connexion au moment présent avec les énergies du groupe qui sont à chaque fois très différentes, et je les amène en état de conscience modifié qui leur permet d'avoir accès à un plan intermédiaire où les entités peuvent nous approcher et nous aussi, donc eux s'adaptent à nous et nous on monte en vibration vers eux aussi et on se rejoint sur un plan qui est notre fameux jardin intérieur à nous. D'accord. Et on rentre en contact avec ce qui s'impose. Les gens n'ont pas toujours, par exemple, je veux voir ma grand-mère, ça va pas toujours être elle qui va venir. D'accord. Il faut être accepté parce que et savoir reconnaître si la grand-mère vient. Je sais leur amener à faire la différence entre une construction mentale et quelque chose qui vraiment s'impose et qui est une réelle rencontre. Et donc, évidemment, quand c'est une maman avec un enfant ou quand c'est vraiment un lien très intime avec le défunt, à tous les coups, il vient. Et alors, chose de dingue, c'est que les gens qui n'ont jamais fait d'écriture de leur vie, quand je leur dis, après certaines hypnoses méditatives, on reviendra en écriture inspirée, je leur donne 2-3 conseils. Et on voit chez certains, le bras est pris. Et c'est pas eux qui écrivent. Souvent, ils pleurent, ils sont pris dans l'échange parce que l'échange continue d'âme à âme. Donc, ils pleurent, ils ont les yeux, ils sont complètement dans leur émotion à vivre l'échange. Et le bras écrit. Et quand ils prennent connaissance de ce que le bras a écrit, ils éclatent encore plus en sanglots. Et c'est juste magnifique parce que le bras a écrit les mots de tout ce qu'ils ont vécu là, de tout leur être avec. Oui, c'est juste magnifique. Il y a beaucoup de gens qui viennent à mes stages qui ont un mental du tonnerre qui lâche parce que j'ai la manière d'amener pour que ce mental bug. D'accord. J'ai vraiment tout réfléchi, tout bien étudié, et j'ai étudié le cerveau aussi. Pour connaître la meilleure façon par rapport à son fonctionnement d'en faire notre allié et aussi de le contourner. Et c'est comme ça que mes stages sont si efficaces. Parce que j'ai des gens très cartésiens qui viennent et ils y trouvent leur compte parce que l'explication est très cartésienne aussi. Tout comme j'ai des gens qui sont très spirituels, avec très, très en affinité avec des guides. Et là, c'est pareil, ils y trouvent parce que je suis aussi passée par là pour retrouver toutes mes facultés aussi. Et des gens qui sont formés pendant 30 ans en hypnose et tout ça, ils adorent mon approche toute nouvelle, ils sont dans cette ouverture et ils disent « Ah là là, ah ben oui, c'est atypique, c'est avant-gardiste, mais ça fonctionne, c'est bien, c'est très belle expérience. » Et qui leur apporte à eux aussi
cette envie de dépasser leur formation et se disent ah mais moi je vais m'autoriser un peu d'improvisation aussi. Parce que c'est vrai que l'improvisation fait tout, c'est cette fameuse connexion à l'instant présent qui fait qu'on est juste, qu'on est authentique. Parce que on est en osmose avec les harmonies du moment et les individus qui constituent le groupe du moment. D'accord. Et combien sommes-nous combien... Au maximum 30, au minimum 10. Maximum 30 parce que personne ne reste sur le carreau. Ça me tient à cœur de chercher chaque personne et de les tenir jusqu'à ce qu'ils aient trouvé leur propre mode de fonctionnement à eux. Et au-delà de 30, pour moi, ça serait trop compliqué. Oui. Surtout que je rentre en connexion avec tout le monde. J'ai à chaque fois un message qui leur sont propres envoyé, que je dois leur communiquer et qui est très pertinent et qui fait toute la différence. C'est vraiment pas un stage clé en main acheté sur Amazon. Tout est construit et tout se construit aussi au moment présent. Même si je connais ma structure, c'est jamais de la même manière que je l'amène. Bien sûr, parce que c'est tout le personnel qui est là, si je puis dire, qui fait que c'est une entité différente à chaque fois. Tout à fait, et puis c'est un égrégore du groupe qui apporte certaines choses, peut-être moins d'autres, donc là je vais faire rééquilibrer, donc c'est vraiment unique, à chaque fois unique, même si tout le programme est exploré. Et il n'est pas forcément amené de la même façon suivant les gens. Donc là vous êtes, bon, donc moi je vais avouer, que je me suis inscrite moi aussi, parce que le 6 et 7 juillet, donc à Paris, Sevran, pour moi, bon, c'est assez facile. Donc, ne m'oubliez pas dans les 30, hein, parce que j'y serai. Oui, c'est noté. Bon. Alors, donc, on peut dire, on revient donc là à votre livre, Du chaos à l'éveil spirituel. Donc là, aujourd'hui, vous avez quel œil médiumnique, on va dire, quel est votre œil médiumnique sur votre passé? Est-ce que vous auriez pensé jusqu'à l'âge de 30 ans ou 35 ans, finalement devenir maintenant quelqu'un qui donne des conférences, quelqu'un qui écrit des livres, quelqu'un qui passionnément, parce qu'on voit que vous êtes passionné par ce que vous faites, distribue donne à ses participants des possibilités de s'ouvrir au monde de la médiumnité, de s'écouter finalement par rapport à son ressenti et tout ça, ce qui est passionnant, d'avoir des expériences transcendantes, hein, on peut dire transcendantes. Alors, la Aline d'aujourd'hui, elle regarde la Aline jusqu'à 35 ans ou 40 ans, jusqu'à ce que le mot spiritualité soit arrivé sur votre écran intérieur. Et quel regard vous portez sur cette Aline-là? Eh ben, en tant qu'âme, j'étais courageuse. Je crois qu'il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Les âmes courageuses. Et j'ai pris un sac à dos avant l'incarnation assez lourd, de pas mal de choses karmiques à épurer. Ouais. Et je suis très heureuse d'avoir pu les dépasser. Et ça sentait pas bon sur le moment, mais maintenant, avec le recul, c'est que du bonheur, c'est merveilleux. Je l'ai échappé belle, on va dire, parce que j'ai failli abandonner à plusieurs reprises. J'ai failli, avec mon fameux libre arbitre, ne pas faire forcément le choix qui m'aurait amené à dépasser, parce que c'était pas ma première vie en tant que prostituée. C'était bien ma troisième et j'y avais perdu la vie dans les autres. Et là, j'ai failli y perdre. C'est d'ailleurs ce que j'attendais avec impatience. Et il a fallu vraiment de peu. Donc, je remercie, même si c'était déjà écrit que mon mari, Jean-Michel, allait se trouver sur mon parcours pour m'aider à prendre le bon choix pour me sauver. Mais je suis contente parce que j'ai dépassé beaucoup de choses, épuré pas mal de choses. Et puis, c'est toujours ça qui est fait, qui ne sera pas à refaire dans d'autres incarnations si je suis amenée à en faire. Et j'ai oublié de préciser qu'à la sortie de mes stages, évidemment, il n'y a pas de diplôme et j'ai pas la prétention de dire qu'on est médium en 2 jours. Et ce stage, on le refait aussi souvent qu'on en a envie, évidemment, sans payer. Hein. On paye une fois, on paye pas les autres fois. Et souvent, j'ai des stagiaires qui l'ont fait 3 fois. Et c'est seulement la 3e fois que là, toutes leurs facultés explosent. Pourquoi ? Parce que
lors du premier ou du deuxième, ils n'avaient pas encore l'évolution nécessaire qui permettait. Il y avait encore trop de blocages, trop de choses limitantes, trop de peurs. Et donc, ça mettait le doigt sur des choses à, entre guillemets, travailler. Mais en tout cas, à résoudre, à dissiper, à liquéfier pour que ça s'évacue. Et donc, ils le refont aussi souvent jusqu'à ce que là, ça explose. Voilà. C'est pas quand on le décide mentalement que c'est forcément le bon moment. Oui. Mais par contre, ça met l'accent sur ce qu'il y a encore à résoudre pour en arriver là. Donc évidemment, on paye qu'une fois, mais on le refait 15 fois si on le veut, avec grand plaisir. Hein. Et tout le monde, par contre, qu'ils en fassent après une profession ou pas du tout, et c'est pas vraiment le but, hein, c'est vraiment un outil qui nous est donné, qui donne des raccourcis dans la vie, hein. Au lieu d'expérimenter et de pas s'écouter et de se dire après, mince, je le savais, mais d'avoir un gros bleu en plus dont on aurait pu se passer, ou dans le cœur. Et, tout le monde est capable, en condition de consultation, médiumnité, de faire une lecture de quelqu'un sur une photo. Tout le monde. Et ça, c'est mon exercice 100% réussite, dont je suis très fière. Pas parce que j'ai trucidé ceux qui n'ont pas réussi ou que je les ai enfermés. Ils sont tous sortis indemnes. Et vraiment, tout le monde y arrive. Et ça, quand ils découvrent ça, ils se fient définitivement à leur ressenti quand ils croisent quelqu'un ou quand ils sont dans une situation. Là, ils peuvent plus faire autrement. Je suis contente que vous disiez ça, puisque le livre, qui va ressortir, parce que il y a déjà eu 2 éditions, mon livre que mes lecteurs connaissent, puisque ça s'appelle La magie de l'intuition. Oui. Donc il va ressortir là, puisque j'ai cédé mes droits. Ça va s'appeler Entrer dans la magie de l'intuition. C'est vraiment, moi, je trouve, l'intuition pour moi c'est magique. Tout ce que vous dites, c'est ça va. Et évidemment, on est en plein dans le ressenti. Donc je me ferai un plaisir de vous offrir un bon livre. Ah oui, merci, avec plaisir. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer sur la médiumnité, par rapport aussi à votre livre? Je conseille, alors je précise, hein, parce que c'est toujours important dans tous mes et sur mes blogs et dans mes interviews. Je paye toujours mes formations, je paye mes livres intégralement, je commande généralement chez Amazon, parce que j'habite à l'étranger, je fais pas de publicité sur Amazon, mais j'habite à l'étranger, je paye toujours. Ça me donne une indépendance totale pour justement, je ne dis pas de mal des livres que je n'aime pas, parce que il y a un respect pour la personne qui a écrit. Mais bon, j'en parle pas tout simplement. Mais les personnes dont je parle sur mes blogs, les livres que je recommande, je les ai achetés de mes deniers. Voilà, cela étant dit, c'est important de le dire, parce que quand même, qu'est-ce que vous pouvez, pour terminer, par rapport à ce livre, je présume que vous en avez vendu beaucoup, que vous avez d'excellents retours. Qu'est-ce que ça a apporté, ce livre, dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a apporté? À moi? Oui. Bonne question. Je suis... comment dire, mon plus beau cadeau, ce sont les retours des lecteurs. Et les retours par téléphone, par mail, par Messenger, où les gens me disent que grâce à moi, ils ont arrêté de boire, grâce à ce livre, que grâce à ce livre, il y a des souvenirs enfouis, des dénis qui sont remontés à la surface et dont ils ont pu se libérer. Et de par là même, de pathologies qui ont été en lien. Il a un effet thérapeutique et c'est juste magnifique parce que c'était justement le but. Souvent, il y avait des gens qui se trompaient en disant « ça fait du bien d'écrire, ça a dû t'aider ». Je dis « non, c'était pas du tout dans ce sens. C'est parce que je m'étais aidée que j'ai voulu transmettre à l'autre les outils pour s'aider. » D'accord. Donc, c'est pas été pour moi une écriture thérapie, mais c'est justement un guide thérapeute qui a des effets thérapeutiques pour le lecteur. Donc ça, c'est juste pari gagné, même si j'ai pas parié, mais je vais dire c'était vraiment le sens et le but de l'écriture de ce livre, pas de me mettre en avant ni de me faire apitoyer sur mon existence, mais qu'il apporte pour l'autre, et c'est ce qu'il fait, donc je suis super contente. Bon, c'est vrai, je le recommande. C'est vraiment, on ne sort pas indemne
de la lecture de ce livre. Je me répète, il est très bien écrit, on le lit très facilement, les choses sont extrêmement dures, votre vie est extrêmement dure, mais c'est écrit avec le cœur. Et effectivement, c'est le langage international. Oui, qu'on soit chinois, si on parle pas chinois ou grec, ou je sais pas, ou hébreu, ou n'importe quelle langue, ou portugais, le langage du cœur, le petit prince avait raison. On ne parle bien qu'avec le cœur. Tout à fait, c'est ça. Donc Aline, je vous remercie infiniment. Bon, c'est moi. Vous allez me voir, donc je reparlerai de votre séminaire, puisque c'est le 6 et 7 juillet à Paris, dans la région parisienne, à Sevran. Hein, donc moi je sais que c'est dans tout à côté de Charles de Gaulle, pour les gens qui éventuellement seraient intéressés, c'est sur la ligne du RER quand on retourne sur Paris. Donc je vous remercie infiniment et pour votre livre et votre interview. Merci Sylviane. Et je vous dis au 6 juillet alors. Oui, avec plaisir, grand plaisir de vous retrouver. Au revoir Aline. Au revoir, merci. Au revoir.